Salam alaikum. Me voilà encore une fois en communication avec vous dans ce nouveau cours qui sera, je crois, le dernier cours enregistré pour notre module du droit budgétaire. Donc, dans ce cours, ce cours sera consacré à l'exécution du budget. Donc, comme j'ai dit, à la fin du cours précédent, donc on a étudié l'élaboration et la préparation des projets de loi de finances. On a vu la procédure de vote et d'adoption du projet de la loi de finances. Maintenant, on va voir l'exécution du budget. Comme on a déjà dit, l'exécution, ça fait partie des tâches du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Donc, la loi de finances de l'année ou la loi de finances rectificative, une fois adoptée, doit être exécutée. C'est tout à fait normal, mais exécutée après avoir l'autorisation du pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. Donc, cette opération d'exécution fait intervenir des agents publics investis d'un pouvoir d'exécution. Donc, le premier point qu'on va voir, c'est le principe de la séparation, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Donc, on a les ordonnateurs et on a les comptables. Donc, en premier lieu, on va voir la signification et la portée de ce principe, le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. En général, on présente cette séparation comme la transposition à la comptabilité publique du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Donc, je crois que vous avez déjà étudié ce principe en droit constitutionnel ou en régime constitutionnel comparé. Donc, en principe, le principe de séparation des pouvoirs, on l'étudie dans le droit constitutionnel. Donc, je crois que vous l'avez déjà étudié. Donc, c'est une sorte ou une simple comparaison dans ce contexte-là. Donc, on peut dire que la séparation, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il peut être conçu comme la transposition à la comptabilité publique de ce principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui a, comme vous le savez, une grande importance dans les régimes constitutionnels. Dans ce principe, c'est-à-dire le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, trouve sa justification dans le souci de sauvegarder les intérêts publics. Donc, pour sauvegarder les intérêts publics, on a pensé à élaborer ce principe. Donc, on a les fonctions d'ordonnateur et des comptables sont des fonctions incompatibles. Donc, la fonction d'ordonnateur et la fonction de comptable sont incompatibles. Donc, ce qui fait que les deux fonctions ne doivent être ni confondues, ni cumulées par un même agent. Donc, du fait de leur incompatibilité, ces deux fonctions ne doivent pas ou ne peuvent pas être confondues ou cumulées par un même agent. Et cela, bien sûr, comme j'ai dit, pour sauvegarder les intérêts publics. Donc, par la suite, un fonctionnaire ne peut pas être à la fois ordonnateur et comptable. Donc, on ne peut pas être à la fois ordonnateur et comptable. Pourquoi? Par respect à ce principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Donc, on ne peut pas être à la fois un ordonnateur et un comptable. Pourquoi? Parce que ces fonctions sont incompatibles et par conséquent, ils ne peuvent être ni confondus, ni cumulés par un même agent. Cette séparation trouve son fondement également dans la nécessité d'une saine gestion des données publiques. Donc, on a les différences de nature entre les décisions à prendre et les tâches à accomplir. Donc, on a une différence de nature entre les décisions à prendre qui sont l'affaire de l'ordonnateur et les tâches à accomplir qui sont l'affaire du comptable. Donc, on a les décisions à prendre qui diffèrent dans leur nature
des tâches à accomplir et qu'on suppose qu'ils seront confiés à différentes autorités ou agents. Donc on a les ordonnateurs et les comptables. C'est-à-dire on a une différence de nature entre les décisions que les ordonnateurs peuvent prendre et les tâches qui doivent être accomplies par les comptables. Donc ce principe traduit la volonté d'améliorer les contrôles et de supprimer les fraudes. Donc c'est-à-dire l'utilité ou le principal objectif de ce principe, c'est la séparation entre les ordonnateurs et les comptables, c'est pour améliorer le contrôle et de supprimer les fraudes. Et cela dans le cadre d'une saine gestion des deniers publics. Donc ce principe aboutit à une division organique et fonctionnelle des compétences et des responsabilités, c'est-à-dire une division organique, ça veut dire qu'on a deux organes séparés qui sont chargés de fonctions différentes. Donc on a une division organique et fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire division organique? Ça veut dire qu'on a deux organes séparés. Et ces organes séparés sont chargés de fonctions différentes. C'est pour ça que j'ai dit que les fonctions d'ordonnateur et des comptables sont incompatibles. Ils ne peuvent pas être cumulés ni confondus au niveau d'un seul agent. Donc, on a une division organique et une division fonctionnelle, c'est-à-dire une division au niveau des organes et une division au niveau des fonctions. Au niveau des fonctions. Donc, c'est quoi la séparation organique? L'exécution du budget est confiée à deux sortes d'agents différents et indépendants l'un de l'autre. C'est ça la signification de la séparation organique. L'exécution du budget est confiée à deux sortes d'agents différents et indépendants l'un de l'autre. On a les ordonnateurs et on a les comptables. Donc là, il s'agit de la séparation organique. Pour la séparation fonctionnelle, l'indépendance organique des ordonnateurs et des comptables permet de leur confier des fonctions différentes. Donc on a deux organes indépendants et différents. Donc, cette séparation, cette division permet de leur confier des fonctions différentes. Donc les ordonnateurs décident des dépenses et des recettes et les comptables disposent des fonds nécessaires au paiement des dépenses. Donc je répète, la séparation fonctionnelle veut dire que l'indépendance organique des ordonnateurs et des comptables permet de leur confier des fonctions différentes. Ils partagent les tâches. Donc, les ordonnateurs décident des dépenses et des recettes et les comptables disposent des fonds nécessaires au paiement des dépenses. Premièrement, les ordonnateurs. Donc, les ordonnateurs prennent des actes administratifs générateurs de la dépense, c'est-à-dire les actes qui créent la dépense. Donc, les ordonnateurs prennent des actes administratifs générateurs de la dépense, c'est-à-dire qui créent la dépense. Par exemple, la nomination d'un fonctionnaire, la signature d'un marché public. Donc, ce sont là des exemples d'actes administratifs qui créent la dépense, c'est-à-dire générateurs de la dépense. Pour les comptables, ils sont chargés des opérations matérielles d'exécution de la dépense. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le paiement. Ils sont chargés du paiement. Donc c'est eux qui manipulent les fonds. Donc les fonds ne sont pas mis à la disposition des ordonnateurs. Les fonds, le maniement des fonds, c'est l'affaire. Le maniement des fonds, c'est l'affaire des comptables. Donc les comptables sont chargés des opérations matérielles d'exécution de la dépense, c'est-à-dire ils sont chargés du paiement.
Et d'une manière générale, les comptables relèvent du ministère des Finances. Et les comptables sont, dans tous les cas, ils sont des fonctionnaires avec un profil spécial qui relève du ministère des Finances. Donc, pour les ordonnateurs, il s'agit des autorités disposant de la fonction exécutive, comme j'ai déjà dit. Et les ordonnateurs n'appartiennent pas à un corps spécialisé en matière financière, comme c'est le cas pour les comptables. Les ordonnateurs n'appartiennent pas à un corps spécialisé en matière financière. Il s'agit d'administrateurs dotés de pouvoirs de décision en matière financière. Pour les ordonnateurs, il ne s'agit pas d'un corps spécialisé en matière financière, c'est-à-dire qui ont un profil spécial, mais il s'agit d'administrateurs dotés de pouvoirs de décision en matière financière. Pour la définition, on peut dire que est ordonnateur public de recettes et de dépenses toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement, c'est-à-dire la perception, la collecte et l'encaissement, donc le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dette. Donc c'est la définition qu'on peut donner à l'ordonnateur. Dans ce cadre-là, les ministres en général, ont la qualité d'ordonnateurs principaux. Donc les ministres sont qualifiés d'ordonnateurs principaux, bien sûr des budgets de leurs départements respectifs. Donc, et par la suite, ils sont habilités à engager l'État dans les limites autorisées par les lois de finances. Donc, les ministres ont la qualité d'ordonnateurs principaux. Et ils sont habilités à engager l'État dans les limites autorisées par les lois de finances. Les ministres, en général, ils peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs collaborateurs. Donc, ils peuvent déléguer leur signature au niveau central. Au niveau central, on trouve le secrétaire général du ministère, on trouve les directeurs, on trouve les chefs de division, on trouve les chefs de service. Donc, ces responsables deviennent des ordonnateurs secondaires. Donc, on a les ministres qui sont des ordonnateurs principaux. Leurs collaborateurs au niveau central sont des ordonnateurs secondaires. Au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'administration déconcentrée, c'est-à-dire les services qu'on appelle également les services extérieurs, on trouve les chefs de services extérieurs, les directeurs régionaux, les délégués, etc. Donc, ces responsables sont des sous-ordonnateurs. Donc, on a l'ordonnateur principal qui est le ministre, les ordonnateurs secondaires qui sont ses collaborateurs au niveau central, et les sous-ordonnateurs qui représentent le ministère dans l'administration déconcentrée. Les comptables, la définition d'un comptable peut être la suivante. Le comptable public est un fonctionnaire chargé d'exécuter ou manier des fonds au nom d'un organisme public. Le comptable public est un fonctionnaire chargé d'exécuter ou manier des fonds au nom d'un organisme public. Il est placé sous l'autorité du ministre des Finances. On a déjà évoqué cette idée, c'est-à-dire il relève toujours et dans tous les cas du ministère des Finances et ils ont un profil spécial. Quelles sont les fonctions du comptable? Donc, ils sont en nombre, on peut dire qu'ils sont en nombre de 4. Premièrement, la première fonction, c'est assurer la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes émis par les ordonnateurs, c'est-à-dire l'ensemble des actions et des opérations entreprises pour obtenir des contribuables le paiement de l'impôt une fois que celui-ci est liquidé. Donc, assurer la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes émis par les ordonnateurs. Deuxièmement, procéder au paiement des dépenses engagées et mandatées par l'ordonnateur.
Troisièmement, manier et conserver les fonds et valeurs qu'il gère. Et quatrièmement, archiver les justificatifs des opérations. Donc, ce sont les fonctions essentielles du comptable. Bien sûr, on a différentes catégories de comptables. Donc, on peut les classer en deux catégories, les comptables du trésor et les comptables spéciaux. Donc, pour les comptables du trésor, on a au sommet de la hiérarchie le trésorier général du royaume. Il a la qualité du comptable principal du budget général de l'État. Donc, il est le supérieur hiérarchique du personnel du trésor au niveau central et local, et exerce un pouvoir de tutelle sur l'ensemble des comptables publics. Donc, au sommet de la hiérarchie, on a le trésorier général du royaume. Il existe à côté du trésorier général d'autres comptables supérieurs. Par exemple, on trouve le trésorier principal, le trésorier des chancelleries diplomatiques et consulaires, le payeur principal de rémunération, les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux. Donc, ce sont les comptables du trésor. On a une autre catégorie de comptables qui sont les comptables spéciaux. Donc là, il s'agit des comptables exerçant dans l'administration publique ou semi-publique, mais qui échappent au contrôle hiérarchique du trésorier général. Donc, c'est-à-dire du point de vue hiérarchique, il échappe au contrôle hiérarchique du trésorier général. Pourquoi? Parce que ils font pas partie du personnel dont il est responsable, dont il est le chef hiérarchique. Donc, ces comptables spéciaux, ils exercent dans l'administration publique et semi-publique et échappent au contrôle hiérarchique du trésorier général, mais n'échappent pas à son pouvoir de contrôle et d'instruction. Donc, il demeure, même s'il échappe au contrôle hiérarchique, il demeure assujetti à son pouvoir de contrôle et d'instruction. C'est-à-dire, il peut leur adresser des instructions. Donc, ces comptables spéciaux, ils agissent sous l'autorité administrative et la responsabilité de leur service de rattachement. Là, on peut évoquer le cas du receveur comptable de l'enregistrement et du timbre, le receveur comptable des douanes et des impôts indirects, le conservateur de la propriété foncière et les agents comptables de certains établissements publics. Le deuxième axe qu'on va voir, c'est la séparation des fonctions en matière de dépenses. Donc, l'exécution de la dépense publique passe par une phase administrative et une phase comptable. Pour la phase administrative, c'est la phase qui est placée sous la responsabilité de l'ordonnateur. Donc, la phase administrative, c'est la responsabilité de l'ordonnateur et non pas du comptable. Et cette phase se décompose ou se divise en trois opérations. On a l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. L'engagement, donc l'engagement, c'est quoi l'engagement? Donc l'engagement est l'acte administratif et comptable par lequel l'ordonnateur décide d'effectuer une dépense en vue d'acquérir un bien ou un service. Donc, c'est ça l'engagement. L'engagement est l'acte administratif et comptable par lequel l'ordonnateur décide d'effectuer une dépense en vue d'acquérir un bien ou un service. Il est le fait générateur de la dépense publique. J'ai déjà dit ça. Les ordonnateurs prennent des actes administratifs générateurs de la dépense, c'est-à-dire qui créent la dépense publique. Donc, l'engagement est le fait générateur de la dépense publique, il crée la dépense publique. Donc, l'engagement ne peut être décidé que par un ordonnateur. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de la séparation organique. Donc, la séparation des ordonnateurs et des comptables. Donc, l'engagement ne peut être décidé que par un ordonnateur.
c'est quoi son objet, l'objet de l'engagement. Donc, il peut être par exemple un contrôle, un contrat de marché public, un devis, un certain devis, un état des salaires et des indemnités, ou en général tout document ou acte engendrant une dépense. En général, tout document ou acte engendrant une dépense. L'engagement peut revêtir plusieurs formes. Donc, il peut être permanent, et qui dure dans le temps. Par exemple, on a les salaires, on a les pensions, on a les loyers, on a le remboursement de l'emprunt. Donc là, il s'agit d'engagement permanent. Également, l'engagement peut être particulier, c'est-à-dire lié à un acte occasionnel, qui n'est pas permanent. Donc, il est lié à un acte occasionnel, c'est pour ça qu'on dit l'engagement peut être particulier. Donc, par exemple, un marché, un devis, les frais de déplacement. Donc là, ce sont des frais occasionnels. Des frais occasionnels. Il peut être involontaire. Qu'est-ce que ça veut dire involontaire? Il s'impose à l'administration qui doit le prendre en charge. Par exemple, un accident de travail, la réparation des dommages, les dépenses imprévues. Donc là, c'est involontaire, mais il s'impose à l'administration qui doit le prendre en charge. Aussi, j'aime bien souligner que l'engagement demeure ou reste subordonné d'avis et visa du contrôleur financier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contrôleur financier examine la régularité. Donc, quand on parle de la régularité, ça veut dire la conformité aux règles. Donc, le contrôleur examine la régularité de la proposition d'engagement et appose son visa quand il estime qu'elle est régulière, c'est-à-dire qu'il respecte les règles en vigueur. Si le contrôleur financier refuse son visa, l'engagement ne peut pas devenir définitif. Pourquoi? Parce que là, il y a un vice de forme. Donc, il faut corriger. Donc, si le contrôleur financier refuse son visa, ça veut dire que l'engagement ne peut pas devenir définitif. La deuxième étape, c'est la liquidation. Donc, la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. La liquidation est l'acte qui évalue donc le montant précis de la dépense créée par l'engagement. Donc, la liquidation est l'acte qui évalue le montant précis de la dépense créée par l'engagement. Donc, elle a pour objet, c'est-à-dire de rendre liquide la dette de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'en déterminer le montant d'une façon exacte, c'est-à-dire déterminer le montant exact de la dépense créée par l'engagement. Cette liquidation se déroule en deux phases ou en deux étapes. Premièrement, la constatation du service fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'établissement de quoi? L'établissement de la preuve matérielle que la dette de l'État est devenue exigible. Pourquoi? Elle est devenue exigible suite à l'exécution régulière de la prestation objet de l'engagement, qui est le fait générateur de la dépense publique. Donc, les formes de cette constatation, et comment on peut s'assurer que le service a bien été fait. On a, par exemple, les bons de livraison, le procès verbal de réception de travaux, l'attestation du service fait. Donc là, la première étape, c'est la constatation du service fait. La deuxième étape, c'est le calcul de la dépense. Donc, ce calcul aboutit à la définition exacte de la somme exigible. Aboutit à la définition exacte de la somme exigible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter le montant effectif de la dépense et fixer la valeur définitive sur une pièce comptable. Fixer la valeur définitive de la dépense sur une pièce comptable. La troisième phase, c'est l'ordonnancement.
Donc, l'ordonnancement, c'est l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au comptable pour que ce dernier, c'est-à-dire le comptable, verse une somme d'argent à un créancier. Donc, c'est la troisième étape. L'ordonnancement est l'acte administratif qui donne, conformément au résultat de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public. Et aucune dépense ne peut être acquittée par un comptable public si elle n'est pas préalablement ordonnancée par l'ordonnateur, c'est-à-dire s'il n'est pas préalablement autorisé par l'ordonnateur. Donc ça c'est pour la phase administrative. Pour la phase comptable, c'est-à-dire la phase qui est sous la responsabilité du comptable, donc la phase comptable est la phase du paiement, comme on a déjà dit, effectuée par le comptable public. Donc la phase comptable est la phase de paiement effectuée par le comptable public. Elle représente un acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Et il s'acquitte de sa dette. Dans ce processus, on peut distinguer entre les opérations de contrôle et les opérations de caisse. Pour les opérations de contrôle, cette opération permet au comptable public de vérifier un certain nombre de choses. Premièrement, il vérifie la validité de la créance. Deuxièmement, il vérifie si les opérations de la précédente phase, c'est-à-dire la phase administrative, ont été bien respectées. Donc là, il va contrôler la qualité de l'ordonnateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il doit s'assurer qu'il s'agit bien, ou il s'agit de vérifier que la personne qui a signé l'ordonnance de paiement ou le mandat est bien l'ordonnateur, c'est-à-dire qu'il est compétent pour agir. La personne qui a signé, c'est vraiment la personne compétente qui est habilitée à faire ce travail, à prendre cet acte. Aussi, il contrôle la disponibilité des crédits, c'est-à-dire pour que le paiement peut avoir lieu, il est nécessaire que le chapitre sur lequel s'impute la dépense contienne suffisamment de crédits. Également, l'imputation de la dépense, c'est-à-dire la spécialité des crédits. Et les chapitres doivent correspondre par leur objet à la dépense envisagée. On a vu ça quand on a étudié le principe de la spécialité budgétaire. Donc, l'imputation de la dépense, c'est-à-dire les chapitres doivent correspondre par leur objet à la dépense envisagée. Également, la validité de la créance, c'est-à-dire vérifier l'existence du service fait à partir des différents documents accompagnant l'ordonnance de paiement, et aussi vérifier les calculs de liquidation. Et s'il constate des irrégularités, il peut suspendre son visa jusqu'à règlement de litige. Donc là, on remarque que le comptable a une lourde tâche. La dernière étape, c'est le contrôle de caisse. Donc, si le contrôle de régularité est sanctionné par un visa favorable, le comptable effectue le paiement en déboursant, c'est-à-dire en payant le montant ordonné au profit du créancier. Donc, ainsi on a terminé le chapitre consacré à l'exécution du budget dans le volet qui concerne la dépense publique. Donc, à la fin de ce cours-là, j'aime bien vous signaler qu'en période normale, c'est-à-dire quand les cours ont été donnés en présentiel, comme vous savez, cette année, on passe par des circonstances exceptionnelles à cause du Covid-19. Donc, j'aime bien vous signaler qu'en période normale, c'est-à-dire
quand les cours ont été donnés en présentiel. Le nombre de séances du semestre ne m'ont pas permis de dépasser ce chapitre. En général, pendant la dernière séance, on arrive à ce point-là qui est consacré à l'exécution de la dépense publique. Donc, à l'instar des années précédentes, on va, c'est-à-dire, le dernier chapitre de notre module sera l'exécution de la dépense publique à l'instar des années précédentes, et également en prenant en considération les conditions exceptionnelles à cause du Covid-19, j'ai supprimé quelques détails d'environ 4 pages par rapport au programme des années précédentes. Donc j'ai supprimé presque 4 pages, c'est-à-dire en prenant en considération les conditions exceptionnelles causées par le Covid-19 et que les cours sont donnés en distanciel. Également pour vous alléger la tâche un peu, je vais supprimer le principe de la spécialité budgétaire. Donc notez bien, je vais supprimer le principe de la spécialité budgétaire. Le quatrième principe, le principe de la spécialité budgétaire ne sera pas demandé pendant l'examen, uniquement. On a étudié 5 principes, je vais supprimer un principe qui est le principe de la spécialité budgétaire. Donc le principe de la spécialité budgétaire, vous pouvez le noter dans votre préparation, vous pouvez le supprimer. Et également, je vais supprimer la procédure de vote de la loi de finances. Donc, sûrement vous allez vous demander qu'est-ce que je vais supprimer. Donc, j'ai supprimé presque 4 pages. Et également, je vais supprimer le principe de la spécialité budgétaire. Notez bien la spécialité budgétaire. C'est le seul principe que je vais supprimer. Et également, je vais supprimer la procédure de vote de la loi de finances. Donc, ce sont les deux titres que je vais supprimer. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage. J'aime bien que vous arrivez tous et toutes à avoir de bonnes notes, pas uniquement dans le module du droit budgétaire, mais dans tous les modules. Donc, je reviens à ces conditions exceptionnelles. Donc, j'aurais bien aimé que les cours seraient donnés en présentiel comme c'était le cas dans les années précédentes, mais il y a une force majeure. يفرج علينا ويوفينا هذا الوباء في القريب إن شاء الله. Et on revient et la vie reprend son cours normal, Inch'Allah, dans les brefs délais. Donc, une deuxième fois, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Wallah ya'awnkoum. Donc, c'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullah.